toutes et à tous. Aujourd'hui, nous souhaitons vous raconter l'histoire d'un document assez étonnant. Tout commence au début du XXe siècle, au rocher de Nevio, à Dave, près de Namur. Donc, le document qui nous occupe aujourd'hui est un carnet de fouilles qui appartient au fond de la Société archéologique de Namur et qui est aujourd'hui conservé aux archives de l'État à Namur. Donc, en l'ouvrant, on trouve des textes, des photographies, des dessins, des coupes stratigraphiques et des inventaires d'objets. Donc, tout ce qu'on pourrait s'attendre à retrouver dans un carnet de fouilles de type classique. Mais en le fouillant un peu plus, on y découvre des particularités qui détonnent par rapport aux habitudes des archéologues qui ont fouillé pour le compte de la Salle. Car il faut le préciser, parmi les archives de la Salle, nous ne trouvons pas de nombreux carnets comme ceci. Les traces écrites de nombreuses fouilles entamées par la Salle au XIXe et XXe siècle se construisent au fur et à mesure d'une correspondance entre le fouilleur et les membres de la Salle. C'est le fruit de cette correspondance qui était ensuite publiée de façon soignée dans les annales. Ici, tout le contraire, le résultat des fouilles n'a jamais été intégralement publié, mais ce carnet nous ouvre une porte vers le passé, s'inscrivant dans un genre discursif à la croisée entre journal intime et documentation scientifique. Donc, par exemple, au début, les auteurs nous racontent leurs premières impressions, ils ajoutent des réflexions personnelles et des dessins, et on trouve même quelques mots en wallon, mais on reviendra à ce sujet un peu plus tard. À certains moments, on a plutôt l'impression de lire le récit d'une aventure, et puis quelques pages plus loin, on a un changement complet de discours, donc on passe à des descriptions très précises des différentes couches stratigraphiques, et il y a un catalogue détaillé des objets découverts, donc c'est justement ce contraste qui nous a interpellés. Donc d'un côté, on nous raconte une aventure, et de l'autre, on essaye de la documenter de manière scientifique. Ce document n'est d'ailleurs pas vraiment un journal de fouilles au sens classique. Il ne suit pas régulièrement les journées de terrain et ne présente pas une succession d'entrées datées. Il semble plutôt avoir été composé après coup, à partir des souvenirs de fouilles. Et l'identité de ces auteurs rend le document encore plus étonnant. On pourrait croire que les auteurs sont des amateurs expérimentés, mais nos recherches nous ont confirmé qu'il a été rédigé par deux jeunes garçons, Jean-René Fleur-Colette et André Decelles, tous deux élèves de l'école moyenne de l'État à Namur. À l'époque, Colette n'avait donc que 16 ans. Donc, le récit semble être écrit à deux mains, même s'il est difficile de savoir parfois qui a écrit telle ou telle partie. Et le texte passe du mot au jeu sans transition et donne régulièrement l'impression d'une voix plutôt unique. Jean Colette, il occupe une place importante. C'est d'ailleurs le seul à signer la première partie du carnet et la seconde partie est signée conjointement par les deux chercheurs. Nous avons pu retrouver quelques informations par rapport à l'un de ces jeunes découvreurs et nous avons trouvé pertinent de faire un petit détour par rapport à l'objet qui nous occupe aujourd'hui, le carnet. Donc Jean-René Fleur-Colette, il est né le 26 mai 1901 à Saint-Servais à Namur. Issu d'une famille ouvrière, il est le fils de Jean-Baptiste Joseph Colette, serfrein dans une compagnie ferroviaire, et de Joséphine Antoinette Guylaine Roland, ménagère. Lorsque les fouilles de Nevio prennent place en 1917, donc Colette n'avait que 16 ans, son ami André Decelles probablement un âge similaire. Donc c'est un élément qui est important à garder en tête parce que les cartes, les coupes stratigraphiques, les classements d'objets et les hypothèses qui sont proposées ne sont donc pas l'œuvre d'un archéologue au terme de sa formation, mais plutôt des adolescents encore en plein apprentissage. Si nous en savons autant sur les prémices de la vie de Colette, c'est parce que son génie ne s'est pas contenté d'explorer le paysage namurois. Sa curiosité et ses besoins financiers l'ont amené au Congo au début de sa vie adulte et sa nécrologie précise que les nécessités matérielles l'ont empêché d'abord de poursuivre immédiatement des études supérieures dans le domaine et le conduisent à entrer dans l'administration des postes. Pourtant, cette passion pour l'archéologie ne disparaît pas. Lors de son séjour au Congo, il consacre ses loisirs à faire de nouvelles recherches préhistoriques et il fait plusieurs fouilles auxquelles ses contemporains reconnaissent déjà un caractère assez minutieux, notamment par l'attention portée à la stratigraphie.
De retour en Belgique, alors qu'il est marié et père de famille, il se lance dans des études et obtient un doctorat en sciences et rejoint la section anthropologie et préhistoire du musée du Congo. Sa carrière scientifique, qui était déjà particulièrement riche, sera malheureusement interrompue par sa mort prématurée en 1936. En revanche, nous avons très peu d'informations sur André de Selves, ce qui pourrait suggérer qu'il n'a pas fait carrière dans le domaine. Mais revenons au sujet qui nous occupe aujourd'hui, le carnet de fouilles rédigé par Séjeanne Leroy. Bien entendu, Jean Colette et André de Selves ne travaillent pas complètement seuls. Leur professeur d'histoire les oriente rapidement vers des personnes plus expérimentées. Ils bénéficient notamment de l'encadrement de Ferdinand Courtois, conservateur du musée archéologique de Namur, Édouard de Pierrepont, président de la salle à l'époque, et Marcel de Peut, fondateur de la section de préhistoire du musée Curtius à Liège. Donc le carnet conserve également la trace de cet apprentissage parce qu'on peut y observer la progression des deux jeunes. Donc ils commencent par explorer le lieu avant d'apprendre progressivement à enregistrer les découvertes, à comparer les objets et essayer d'en tirer des conclusions. Mais la dimension scientifique n'est pas celle qui apparaît en premier. Le carnet commence par le paysage. Les auteurs n'introduisent pas Nevio par une carte ou une description géographique. Ils commencent presque comme des écrivains. Nevio, des roches de dolomie que le caprice des temps et du temps a ciselées avec une coquetterie presque mièvre. Puis, rien de formidable, pas de caverne immense, pas de précipice insondable. Nevio n'est donc pas présenté comme un site spectaculaire. Pourtant, derrière cette simplicité, les auteurs font apparaître un air de mystère. Le paysage devient vivant, tilleuls, ombres, oiseaux, grillons, chauves-souris. À la vesprée, le soleil tombe sur la Meuse et une ombre mauve sur la Marlagne. La nuit, les rochers semblent être habités de gnomes, de farfadets et de mutons. Dès l'ouverture, Nevio apparaît donc non seulement comme un site archéologique, mais comme un lieu chargé de récits et d'imaginaire. Cette proximité avec le paysage se retrouve jusqu'à dans la langue employée, qui mêle le français au terme wallon, comme des chauds, qui sont des petites corneilles, des petites corneilles à colibri, les cris-cris ou des grillons, et mention de la chige ou la soirée. Il y a aussi une aquarelle intitulée La Marlagne à la Vesprée vue de Nevio qui accompagne cette entrée en la matière. Dans ce paysage, les légendes prennent donc une place naturellement assez importante. Les auteurs écrivent, comme tout bon rocher de Meuse qui se respecte, Nevio a son trou des Noutons, sa légende. Les Noutons, petits êtres du folklore local, sont associés aux grottes. Selon la légende, on leur laissait du pain ou du linge qu'ils rendaient nettoyer ou réparer jusqu'au jour où une offense aurait provoqué leur disparition. Mais les auteurs ne se contentent pas uniquement de raconter cette histoire. Ils affirment que toute légende art populaire a son fond de vérité et tentent de proposer une explication historique. Donc, ils avancent notamment l'hypothèse qu'aujourd'hui serait jugée fragile et naïve d'une origine phénicienne, sans trop élaborer. Donc, ils se basent sur 3 types d'indices: leur industrie, leurs mœurs et coutumes et les arts décoratifs. Ils ne sont d'ailleurs pas les seuls à faire ce type d'exercice d'attribution d'une origine réelle des Nutons, parce que la bibliographie de la fin du 19e et du 20e siècle est abondante à ce sujet et émet plusieurs théories et hypothèses sur quelle population serait des Nutons qui viendraient. Pardon. On retrouve dans les annales de la salle une hypothèse de Van Helven datant de 1889 qui associerait les Nutons aux Sarrasins, qui sont eux-mêmes devenus une population mythique et folklorisée en Europe. Reste alors une question. Comment les abris de Nevio ont-ils été découverts par ces jeunes? La réponse des auteurs est simple, par hasard. Il faut revenir en 1914. Une troupe de scouts se promène au pied des rochers lorsqu'un orage éclate. Les garçons cherchent un refuge sur un surplomb rocheux, allument un feu et attendent que l'averse passe. À la fin de la journée, Jean Colette, l'un des scouts du groupe, doit faire disparaître les traces du foyer. En remuant le sol, il découvre 2 grands fragments de poterie. Il ignore ce qu'ils sont exactement, mais leur aspect l'intrigue et il décide de les emporter. Le geste semble anodin. Un jeune scout ramasse 2 tessons de poterie. Pourtant, ces 2 fragments vont être à l'origine de toute l'histoire. Et c'est ici que la petite histoire des rochers de Nevio rencontre la grande histoire. La Première Guerre mondiale éclate, la Belgique est envahie et les promenades des jeunes cessent.
Les fragments sont publiés pendant 3 ans. En 1917, Jean Colette les montre finalement à son ami André de Selle, qui possède déjà une petite collection de poteries préhistoriques. Les deux garçons décident donc de retourner à Nevio où les découvertes se multiplient. Avant de présenter les résultats des fouilles, le carnet raconte un autre épisode marquant survenu le 11 septembre 1918. Les jeunes viennent de faire dégringoler un bloc d'environ 1 mètre cube de calcaire lorsque retentit soudain un hurlement colossal. Les jeunes racontent « Nous croyions avoir écrasé un homme. Nous n'avions qu'effrayé un Allemand caché derrière un buisson pour observer nos travaux, lorsque le bloc avait bondi au-dessus de sa tête. Pauvre bloc de bonne pierre belge, tu as sans doute craint de te salir dans le sang de Bosch. » Tant bien que mal, et plutôt mal que bien, celui-ci nous expliqua qu'il nous surveillait depuis 3 jours, que nous étions des espions et que nous avions sans doute l'intention de faire sauter leur dépôt de munitions. Nous répondons que nous cherchons des Fürstins, des silex, mais le militaire avait du mal à les croire. Il se moque d'ailleurs régulièrement de l'accent du militaire, par exemple, il marque « Je vous arrête », avec le CH et un F. À cause de cette incompréhension, les jeunes sont placés au garde à vue pendant quelques heures, le temps de vérifier leur histoire auprès du musée archéologique de Namur, qui était dirigé par Édouard de Pierrepont, président de la SAN. Son intervention semble d'ailleurs être autodéterminante. Non seulement ils sont rapidement libérés, mais ils obtiennent quelques jours plus tard l'autorisation de poursuivre leurs fouilles. On entre ensuite dans la partie archéologique du carnet, à proprement parler, avec une section intitulée « Situation des roches de Nevio ». Les auteurs décrivent le massif d'un point de vue géographique, hydrologique, géologique. Installé au bord de la Meuse, à quelques kilomètres au sud de Namur, Nevio est formé de falaises, de gorges, de promontoires, d'abris sous roches. Même ici, le propos scientifique reste lié au registre littéraire. Le massif est assis au bord de la Meuse, il rampe sous la prairie, surgit brusquement et puis se dissimule sous les taillis. Les abris de roches fouillés par ces jeunes résultent principalement de l'altération physique des roches et notamment de la gélifraction. Les bancs les plus tendres et pour eux se creusent progressivement, créant un surplomb, un fond d'abri et une terrasse rocheuse. Un espace particulièrement favorable à l'installation humaine. Les auteurs cherchent ensuite à expliquer pourquoi les rochers du Nevio ont été fréquentés du néolithique jusqu'aux périodes romaines, franques et modernes. Pour ce faire, ils comptent sur la direction savante d'Édouard de Pierrepont pour identifier 3 possibilités d'occupation de ces abris. Donc, en tant qu'habitat de l'homme à la transition entre le néolithique et l'âge de bronze, en tant que lieu d'incinération de l'homme à l'âge du bronze et en tant que lieu d'occupation momentanée ou de refuge provisoire. À partir des traces d'habitat, d'occupation ponctuelle et des pratiques funéraires, ils développent donc une idée centrale. Pour l'homme, vivre se résume par ce seul mot, lutter. D'après leur thèse, Nevio permettrait de lutter contre la faim grâce aux ressources de la Meuse et des forêts, de lutter contre les intempéries grâce aux grottes et aux abris, et contre les ennemis grâce à sa position naturellement défensive. Ces passages sont particulièrement intéressants parce que Colette et de Selle ne se contentent pas de décrire le terrain, ils essayent d'expliquer les comportements humains à partir de leurs observations. Ils utilisent même leur propre expérience, notamment avec la chute du bloc lors de l'incident avec les soldats allemands, pour imaginer les capacités défensives du site. De la même manière, la présence d'un foyer de silex calciné, associé à l'absence de déchets de cuisine, les conduit à envisager un lieu de cérémonie, de rassemblement, voire un système de télécommunication entre peuplades néolithiques. Enfin, les évidences de pratiques funéraires trouvées sur place leur permettent de prolonger le raisonnement jusqu'à la lutte contre l'inconnu. Nevio aurait protégé aussi bien les vivants que les morts. On retrouve donc parfaitement ici le genre discursif du carnet, un mélange entre interprétation archéologique et la vision poétique du paysage. On arrive ensuite à la partie plus technique du carnet, consacrée aux résultats des fouilles, au catalogue des objets et aux cours stratigraphiques. En revanche, on dispose de très peu d'informations sur la façon dont les jeunes ont pu accéder aux abris fouillés. Pour y parvenir, il fallait très certainement des connaissances en escalade. Les jeunes découvreurs ont fouillé 10 abris. Plutôt que d'énumérer toutes les découvertes, 3 espaces permettent particulièrement bien de comprendre la manière dont Colette et de Selle organisent leurs observations. Il s'agit donc de l'abri des Aulnes, de l'abri des Trembles et de la corniche au Lichen.
L'abri des zones, ou numéro 1, se trouve à une trentaine de mètres au-dessus de la Meuse. Et selon les auteurs, il s'agit d'un vaste abri sous roche dissimulé sous un massif d'Aulne dont la voûte est partiellement fermée grâce à un imposant bloc de calcaire et de colonnes stalagmitiques. L'abri des Trembles, ou l'abri numéro 2, est localisé à peu près à la même hauteur que l'abri numéro 1. Il correspond, selon les auteurs, au type classique des abris sous roche de la vallée Moselle. Et là encore, il distingue plusieurs couches stratigraphiques. La corniche au lichen, ou abri numéro 3, est située à environ 50 mètres au-dessus de la Meuse et présente elle aussi plusieurs occupations successives. Même si nous ne pouvons pas détailler les trouvailles effectuées ici, nous constatons que les auteurs ont systématiquement identifié par abri différentes couches stratigraphiques contenant des objets et de la faune associés. La couche superficielle contient souvent des vestiges modernes, francs ou romains. La couche intermédiaire est souvent attribuée à la transition entre le néolithique supérieur et la protohistoire, et souvent la plus riche. On y trouve par exemple des traces de céramique modelée, dont un fragment décoré à l'ongle, et des ossements portant des traces d'intervention humaine. Enfin, la couche inférieure correspond, selon eux, à une occupation plus ancienne, peut-être mésolithique, caractérisée par la présence de microlithes. Les résultats de ces fouilles doivent être réévalués avec prudence et être approfondis. Néanmoins, l'effort de documentation exceptionnel déployé par ces jeunes pendant la guerre est précieux. En effet, ce document offre aux générations futures la possibilité de pouvoir replacer ces objets dans leur contexte exact. Un premier travail a d'ailleurs déjà été entrepris par Quentin Goffet afin d'identifier la faune mise à jour dans ces abris. L'inventaire a été réalisé en 2026 et permet de confirmer que la plupart des identifications réalisées par ces jeunes étaient correctes. Le carnet de Nevio n'apparaît pas seulement comme un témoignage isolé d'une passion adolescente. Ce document associe anecdotes, descriptions et croquis, devenant ainsi une cartographie de l'expérience vécue par ces jeunes amateurs. C'est d'ailleurs dans un projet de recherche plus large qui s'inscrit aujourd'hui notre travail sur ce document. L'un des axes consiste à reprendre l'inventaire et l'étude du mobilier issu des fouilles des rochers de Nevio afin de confronter les objets conservés aux descriptions consignées dans le carnet. Mais ce travail ouvre en réalité beaucoup d'autres pistes. La constitution de la biographie des auteurs, l'histoire de la pratique des fouilles, l'importance du folklore local pour l'interprétation du passé au XXe siècle, ou encore le rôle de la SAN pendant la Première Guerre mondiale et dans la sauvegarde et la protection du patrimoine en période de guerre. Merci. Merci beaucoup pour votre communication sur un carnet de fouilles pas comme les autres. Alors, y a-t-il des questions? Oui. Il y avait des photos récentes du mobilier, donc il est conservé au musée de Namur? Il est conservé dans les réserves de la Société archéologique de Namur qui sont déposées au musée archéologique. On les a sortis parce que c'est un peu ce qui a déclenché finalement l'étude, c'est qu'à la Tour d'Enhève, au musée de la Tour d'Enhève à Jambes, ils faisaient une exposition sur l'histoire du village de Davre. Et ça nous a permis de ressortir le matériel et déjà commencer à l'inventaire du mobilier. Donc on est, par rapport à ce qu'on voit, on est dans ce qu'on peut trouver typiquement dans des abris sous roche. Par exemple, nous avons des collections de Saint-Saint, de la grotte Saint-Saint. Donc ça s'inscrit un peu dans ce type de matériel qui traverse une occupation depuis l'âge du bronze jusqu'à l'époque romaine, ça c'est sûr. Et puis éventuellement des occupations encore plus sporadiques des grottes. Le matériel photographié est celui trouvé par les collègues? Oui, tout à fait, tout à fait. Et en fait, c'est très beau parce que ça correspond aussi au catalogue qu'eux, ils ont rédigé. Donc, ici, on le voit assez bien. C'est déjà assez bien documenté. Je veux dire, par rapport aux archives que nous avons à la salle, c'est rarissime d'avoir des objets détaillés de cette façon. Après, l'approche n'est pas la même. Souvent, ce qu'on a comme registre de fouilles, c'est sur le terrain et le fouilleur écrit à la salle pour dire l'avancement des travaux. Tandis qu'ici, il y a un travail postérieur
aux trouvailles. Moi, j'ai juste une question, mais vous l'avez peut-être indiqué, hein. Je trouve ça assez passionnant, mais est-ce qu'on sait d'où vient est-ce qu'il y aurait un enseignant en histoire ou Oui. est-ce que vous avez étudié Il a dit la que- personnalité Pas de- encore. Ok. C'est un prof à l'école moyenne Oui. qui s'appelle Maria et qui va les envoyer vers le musée archéologique, vers des personnalités. Parce que c'est vraiment très avancé. Ils arrivent à identifier les types d'animaux. Enfin, Oui. Est-ce qu'on peut supposer qu'ils ont eu de l'aide? sans doute. Ok, Sans doute. ouais, C'est ouais. pour Donc, ça qu'on cite malgré les tout, personnages. tout Oui. un côté pluridisciplinaire avant. Avant qu'on avait inventé le mot. Non, mais bon, moi, voilà, je trouve ça passionnant. Oui, c'est vrai que c'est pas dans le même registre que les conférences qu'on vient d'écouter, Non, mais, bien sûr, mais c'est, on pensait que ça valait le détour. Parce Voilà. que c'est même jusqu'au dessin et la précision de ce que vous avez sur le. Et puis les photos, enfin, avoir des photos, il y a quand même 7 photos dans le carnet, c'est quand même assez intéressant pour l'époque. Enfin, c'est une époque de pénurie, la société archéologique, enfin, en faisant les recherches pour le projet, la société archéologique pendant la guerre n'a pas reçu aucune cotisation, donc c'est compliqué. Et ça revient à la société parce que justement, M. de Pierrepont, qui était vraiment un grand amateur de la préhistoire, va le libérer de la prison. Et donc, je pense que c'est un peu en remerciement que ça revient à la société archéologique. C'est fascinant, hein. C'est une source au même titre que toutes les autres sources que nous utilisons pour étudier, réétudier des sites. Voilà. Y a-t-il encore d'autres questions? Non. Dans ce cas, je vous remercie beaucoup. Merci à vous.